27 000 pieds au-dessus de Kassel, en Allemagne, le 30 juillet 1943. Les doigts du sergent-chef Michael Harut sont engourdis à l'intérieur de ses gants chauffants. La température dans la section arrière du B-17 Tondleo oscille autour de -40 degrés Fahrenheit. À travers la bulle en plexiglas de sa position de mitrailleur de queue, il observe les Messerschmitt Bf-109 se regrouper derrière la formation de bombardiers. Il les compte. 8, 10, 15 chasseurs qui s'organisent comme des loups prêts à fondre sur une proie blessée. L'interphone grésille. Mitrailleur de queue, vous les voyez? C'est le lieutenant Brink, le pilote, la voix tendue. Je les vois, mon lieutenant, répond Harut. Il a 23 ans, mais ses coéquipiers l'appellent le gamin, parce qu'il en paraît encore moins, peut-être 17, avec son visage lisse et sa silhouette mince. Il pèse à peine 63 kilos tout habillé. Les autres mitrailleurs plaisantent en disant qu'ils devraient manger davantage. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce jeune homme frêle de Springfield, dans le Massachusetts, est sur le point de réécrire les règles du tir aérien. Harut plisse les yeux à travers son viseur K13. Le réticule est là, précis, mathématique, exactement comme on le lui a appris à l'école de tir. Mais il y a un problème. Un problème qui le ronge depuis des semaines, un problème qui a coûté la vie à des hommes. Le système de visée standard suppose que l'on tire sur les chasseurs attaquants à une distance de 400 à 600 yards, la portée réglementaire que chaque instructeur martèle à ses élèves. Mais Harut a vu ces tirs, parfaits, manquer leur cible encore et encore. Il a vu les traçantes filer dans le vide pendant que les chasseurs allemands arrosaient les B-17 de leurs canons. Il a vu des bombardiers exploser, les a vus plonger vers la terre en traînant des panaches de fumée noire, a vu des parachutes s'ouvrir trop tard, ou pas du tout. Les Messerschmitt sont plus proches maintenant. 500 yards. Portée standard de tir. Les mains d'Harut reposent sur les poignées jumelles des mitrailleuses de calibre .50. Mais il ne tire pas encore. Ses coéquipiers ignorent ce qu'il va faire. Son commandant d'escadrille l'ignore. Toute l'US Army Air Force ignore que ce gamin maigre avec 3 années de lycée a compris quelque chose qui est sur le point de tout changer. Ce que les pilotes de la Luftwaffe fonçant sur le Tondleo ignorent, c'est qu'ils vont affronter le mitrailleur de queue le plus redoutable de l'histoire américaine. Et ce qui le rend mortel, ce n'est pas le respect des règles, c'est le fait de les briser. 6 mois plus tôt, les pertes des bombardiers américains au-dessus de l'Europe avaient atteint des niveaux catastrophiques. Durant la semaine du 8 au 14 octobre 1943, une période qui deviendra connue sous le nom de « Semaine noire », la 8e Air Force perdit 148 bombardiers lourds en seulement 7 jours. Ce n'était pas que des machines, près de 1500 hommes tués, blessés ou capturés. Un taux de perte de 13% par mission. Les calculs étaient brutaux et simples. À ce rythme, toute la force de bombardement serait anéantie avant le printemps. Le problème ne venait pas des bombardiers. Le B-17 Flying Fortress était hérissé de 13 mitrailleuses de calibre .50. Les ingénieurs de Boeing avaient créé un véritable porc-épic volant, une arme de 10 hommes conçue pour se frayer un chemin jusqu'à la cible et en revenir. Le problème, c'est que les piquants du porc-épic ne touchaient rien. Les analystes du renseignement de la 8e Air Force examinèrent les films de caméras de tir et les rapports après mission. Les chiffres racontaient une histoire sombre. Sur 100 balles tirées par les mitrailleurs, moins de 2 atteignaient un chasseur ennemi. Un taux de réussite inférieur à 2%. Les pilotes allemands avaient appris à exploiter ces failles. Ils attaquaient par le haut, à 12 heures, où les mitrailleuses de nez du B-17 étaient limitées. Ils attaquaient par le bas, à 6 heures, surgissant de dessous, là où la tourelle ventrale ne pouvait pas pivoter assez vite. Mais surtout, ils avaient perfectionné l'attaque frontale, approchant à des vitesses combinées dépassant 600 000 par heure, tirant leurs canons de 20 mm et leurs roquettes de 30 mm, puis se dégageant avant que les bombardiers puissent riposter efficacement. L'US Army Air Force tenta tout. Ils expérimentèrent différentes formations. Des formations serrées concentrant la puissance de feu, mais rendant les bombardiers plus vulnérables à la DCA, des formations lâches offrant plus de manœuvrabilité, mais laissant des brèches exploitées par les chasseurs allemands. Ils modifièrent les B-17, ajoutant des tourelles de nez pour couvrir la position haute à 12 heures. Ils entraînèrent sans relâche les mitrailleurs au tir en déflexion, l'art de viser non pas là où se trouve la cible, mais là où elle sera quand les balles arriveront. Mais ce tir en déflexion était incroyablement difficile. Un Messerschmitt Bf-109 volant à 300 000 par heure parcourt 134 mètres par seconde. Une balle de calibre .50 vole à 880 mètres par seconde. À 600 yards,
soit environ 550 mètres, la balle met environ 6/10 de seconde à atteindre sa cible. Pendant ce temps, le chasseur se déplace de plus de 80 mètres. Le mitrailleur doit viser l'équivalent de 26 longueurs d'avion devant la cible, en plein combat, à 40 degrés, alors que son bombardier est secoué par les turbulences, qu'il lutte contre le manque d'oxygène, que des obus déchirent la carlingue autour de lui, pendant que ses camarades meurent. Les experts étaient unanimes. Il fallait tirer à la distance réglementaire de 400 à 600 yards en appliquant les principes de déflexion. Suivre l'entraînement. Faire confiance à la doctrine. Le problème, c'est que la doctrine tuait tout le monde. Durant les 6 derniers mois de 1943, la 8e Air Force perdit plus de 600 bombardiers face aux chasseurs allemands. Cela représente 6 000 hommes qui ont suivi les règles jusqu'à la mort. Seuls 25% des équipages achevaient leurs 25 missions. Les autres étaient morts, mutilés ou prisonniers en Allemagne. Les statistiques hurlaient qu'il y avait un problème fondamental. Mais les institutions changent difficilement. L'US Army Air Force avait investi des millions pour former 214 000 mitrailleurs aériens selon la bonne technique. Les instructeurs, qui n'avaient jamais tiré en combat, écrivaient les manuels et dirigeaient les écoles. Ils connaissaient les mathématiques, la balistique, la théorie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur théorie était fausse. Il faudrait un jeune homme maigre du Massachusetts, décrocheur du lycée et méfiant envers l'autorité, pour voir ce que tous les experts avaient manqué. Michael Lewis Harut naquit le 31 juillet 1919, de parents immigrés libanais, à Springfield, Massachusetts. Son père, Salem, travaillait dans une usine textile. Sa mère, Dora, faisait des lessives pour compléter les revenus. Michael grandit pendant la Grande Dépression, dans un quartier où personne n'avait grand-chose, mais où chacun savait se débrouiller. Il fréquenta la Springfield Technical High School, mais abandonna après 3 ans pour aider sa famille, prenant un emploi de chauffeur semi-qualifié. Il n'était pas bon avec les livres. Il n'était pas bon avec l'autorité. Mais il avait un talent, voir des schémas que les autres ne voyaient pas, et faire confiance à ses propres observations plutôt qu'à ce qu'on lui disait. Le 25 août 1942, 3 mois après son 23e anniversaire et 8 mois après Pearl Harbor, Harut franchit la porte du bureau de recrutement de l'armée à Springfield. Il était célibataire, sous-employé, et pensait que l'armée le nourrirait mieux que son salaire ne le permettait. Le recruteur regarda ce gamin de 60 kilos et se dit probablement « Cher à canon ». Harut, lui, y voyait un emploi. Aucun des deux ne pouvait imaginer que ce jeune homme sans éclat deviendrait le mitrailleur aérien le plus efficace de l'histoire américaine. L'US Army Air Force envoya Harut suivre le parcours de formation standard. Instruction de base à Greensboro, en Caroline du Nord, puis école de tir à Fort Myers, en Floride. Les instructeurs lui apprirent à démonter et remonter une mitrailleuse Browning de calibre .50 les yeux bandés. Ils lui apprirent à dégager les enrayages en altitude avec des gants épais. Ils lui enseignèrent les angles de déflexion et les calculs d'avance. Ils lui apprirent à tirer entre 400 et 600 yards. Harut acquiesçait, retenait ce qui lui semblait utile, et gardait ses doutes pour lui. En juin 1943, le sergent-chef Harut fut affecté au 527e escadron de bombardement, 379e groupe de bombardement, basé à la RAF Campbellton, dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Il était mitrailleur de queue sur le B-17 numéro 42 à 29 896, surnommé Tondleo, un nom emprunté à un personnage sensuel d'un film populaire. Le poste de mitrailleur de queue était à la fois le plus crucial et le plus isolé du bombardier. On y était seul, dans une bulle de plexiglas à l'arrière de l'appareil, tourné vers l'arrière, observant le monde s'éloigner. Lorsque les chasseurs allemands attaquaient par l'arrière, leur angle préféré, vous étiez la dernière ligne de défense. Vous étiez aussi le plus exposé. Le poste de queue avait le taux de perte le plus élevé de tout le B-17, à l'exception peut-être de la tourelle ventrale. Lors de ses premières missions de combat, en juin et début juillet, Harut fit ce pourquoi il avait été entraîné. Il attendit que les chasseurs ennemis atteignent 600 yards. Il calcula la déflexion. Il tira par rafale contrôlée. Il vit ses traçantes manquer leur cible. Il vit d'autres bombardiers tomber, et il commença à réfléchir. Le déclic ne se produisit pas en combat, mais au sol, durant les longues heures entre les missions, lorsque les équipages tentaient de ne pas penser à la suivante. Harut nettoyait ses armes, passant des écouvillons dans les canons, quand une idée lui vint. Et si tout ce qu'on lui avait appris était faux?
Et si le problème ne venait pas des mitrailleurs, mais de la doctrine? Son raisonnement était simple, presque enfantin dans sa logique directe. Le manuel disait de tirer entre 400 et 600 yards parce que c'était là que les chances de toucher étaient les meilleures. Mais Harut avait remarqué quelque chose. Au moment où un Messerschmitt atteignait 600 yards, il était déjà à portée de tir. Les canons allemands de 20 mm avaient une portée efficace de 600 yards. Les roquettes de 30 mm étaient efficaces au-delà de 800 yards. Cela signifiait que si vous attendiez la distance réglementaire, le pilote allemand tirait déjà sur vous. Le bombardier encaissait les dégâts avant même que le mitrailleur n'ouvre le feu. L'initiative appartenait à l'attaquant. Mais si on inversait la situation, et si on tirait plus tôt, bien plus tôt, avant que le pilote allemand ne s'y attende, avant qu'il ne stabilise son appareil, avant qu'il n'entre dans sa propre zone optimale de tir, les manuels disaient que c'était du gaspillage. Ils affirmaient qu'à 900 yards, la probabilité de toucher était négligeable, qu'on épuiserait les munitions sans effet. Les manuels, pensa Harut, avaient été écrits par des hommes qui n'avaient jamais été sous le feu. Il commença à expérimenter. Lors de la mission vers Cassel, le 30 juillet 1943, Harut prit sa décision. Lorsque les Messerschmitt se formèrent derrière la formation de bombardiers, au lieu d'attendre qu'ils se rapprochent à 600 yards, il ouvrit le feu à 900. Les autres mitrailleurs pensèrent qu'il avait perdu la tête. Harut gaspille encore ses munitions, marmonna quelqu'un à l'interphone. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les chasseurs allemands se dispersèrent. Ils rompirent leur formation. Ils n'attaquèrent plus avec la même agressivité. Un pilote de chasse doit stabiliser son avion, aligner son tir et rester immobile pendant 2 ou 3 secondes critiques pour tirer efficacement. Mais le tir précoce et agressif d'Harut perturbait ce processus. Les pilotes de Messerschmitt se retrouvaient à traverser des rafales de traçantes de calibre .50 bien plus tôt que prévu. L'instinct humain prenait le dessus. Ils sursautaient. Ils zigzaguaient. Ils rompaient l'attaque pour recommencer. Et quand ils recommençaient, Harut tirait encore. Il n'essayait pas vraiment de les toucher à 900 yards, même si cela arrivait parfois. Il cherchait à détruire leur attaque avant qu'elle ne commence. Le véritable génie de sa technique apparut lorsque les chasseurs passaient sous les 600 yards. À ce moment-là, ils traversaient un flux continu de feu qui les avait déjà déviés de leur trajectoire optimale. Ils n'attaquaient plus une cible, ils entraient dans une zone de mort. Les 2 mitrailleuses de calibre .50 d'Harut crachaient des rafales longues et continues. Le manuel disait « rafales courtes pour économiser les munitions et éviter la surchauffe ». Harut tirait jusqu'à ce que ses cibles meurent ou fuient. Lors de cette mission du 30 juillet au-dessus de Cassel, la technique fonctionna. Harut abattit 3 Messerschmitt Bf-109. Mais le prix fut terrible. Un obus de 20 mm détruisit la conduite d'oxygène de la queue. Harut continua de tirer alors que sa vision se rétrécissait et que ses pensées devenaient lentes sous l'effet du manque d'oxygène. Un autre obus bloqua l'une de ses armes. Il la débloqua avec des doigts engourdis et reprit le tir. Un éclat d'obus lui déchira l'épaule. Il continua de tirer. Lorsque les chasseurs se retirèrent enfin, Harut avait détruit son 4e appareil allemand de la journée. Quand le Tonleo revint péniblement à Kimbolton, la section arrière du bombardier ressemblait à une épave déchiquetée. Harut sortit de sa position, sa veste de vol imbibée de sang, et s'effondra. On le transporta à l'hôpital de la base, où les médecins retirèrent des éclats métalliques de son épaule et le traitèrent pour manque d'oxygène. Mais ce qui suivit fut encore plus important que ses blessures. Les officiers du renseignement interrogèrent l'équipage. Quand Harut affirma avoir détruit 4 avions ennemis, le silence tomba dans la pièce. 4, répéta l'officier supérieur. En une seule mission. Le scepticisme était évident. Les pilotes de chasse pouvaient parfois abattre 4 avions en un engagement, mais ils volaient sur P-47 ou P-51. Un mitrailleur de bombardier revendiquant 4 victoires, cela ressemblait à un fantasme, au stress du combat, ou à un mensonge pur et simple. Les mitrailleurs de bombardier ne devenaient pas des as. Ce n'était pas possible. Mais le lieutenant Brink, le pilote, confirma les dires de son mitrailleur. J'en ai vu 2 exploser. Le navigateur en a vu un autre tomber en flammes. Le mitrailleur latéral droit confirme le 4e. D'autres équipages apportèrent des témoignages concordants. Les films des caméras de tir, granuleux et instables, montraient des éclairs de bouche et au moins 2 impacts visibles. La consommation de munitions d'Harut racontait aussi sa propre histoire. Il avait tiré presque 2 fois plus de munitions que ne le prévoyait la doctrine réglementaire.
Les officiers du renseignement transmirent leur rapport dans la chaîne de commandement avec une recommandation, la Distinguished Service Cross. Mais il y avait un problème. Lorsque les instructeurs de tir du commandement de formation entendirent parler de la technique d'Harut, ils furent horrifiés. Ouvrir le feu à 900 yards, tirer en longue rafale au lieu de courtes salves contrôlées, cela violait tous les principes du tir aérien. Une réunion tendue eut lieu au quartier général de la 8e Air Force, à High Wycombe. Les spécialistes de la doctrine soutenaient que le succès d'Harut relevait d'une anomalie statistique, d'un coup de chance combiné à des erreurs allemandes. Selon eux, si cette méthode se généralisait, elle entraînerait un gaspillage de munitions, une usure prématurée des canons, sans gain réel d'efficacité. Il a eu de la chance, insista un colonel. Si tout le monde commence à tirer à 900 yards, on manquera de munitions avant de manquer d'Allemands. La salle s'embrasa. Les commandants d'escadrons opérationnels répliquèrent. Ils évoquèrent les pertes, les équipages qui ne revenaient pas, les films des caméras de tir qui montraient que la doctrine standard ne fonctionnait pas. Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, dit un lieutenant-colonel, la voix tendue, les mathématiques ne se soucient pas de la doctrine. Si le sergent Harut peut abattre 4 chasseurs en une mission avec sa méthode, alors que nos tireurs moyens n'en abattent aucun avec la vôtre, qu'est-ce que nous sommes en train de défendre exactement? Le débat aurait pu rester théorique, sans un facteur décisif. Le major général Frederick L. Anderson, commandant de l'Ect Bombay Command, avait été pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Il avait combattu à une époque où le combat aérien s'inventait encore. Il savait que les meilleures tactiques venaient des hommes qui survivaient, pas de ceux qui rédigeaient des manuels. Anderson écouta les deux camps, puis trancha. Testez-la. Envoyez ce sergent expliquer sa méthode aux autres tireurs. Voyons si cela fonctionne pour d'autres que lui. Puis il se tourna vers le colonel de l'école de tir. Et pendant ces essais, vous ne ferez rien pour interférer avec sa méthode, ni pour recommander une sanction. Est-ce bien clair? C'était clair. Mais Anderson alla plus loin. Il valida l'attribution de la Distinguished Service Cross à Harut. La citation officielle, publiée en janvier 1945, indiquait « Le sergent-chef Harut a abattu 3 avions ennemis, et bien que la conduite d'oxygène de l'appareil ait été rompue, qu'une arme fut enrayée et qu'il fut grièvement blessé, il resta à son poste, répara son arme, reprit le tir et détruisit un 4e appareil. Pendant ce temps, la rumeur se répandit au sein du 379 TH Bomb Group. D'autres mitrailleurs de queue commencèrent à interroger Harut sur sa méthode. Remis de ses blessures à la mi-août, il reprit les missions, cette fois sous le regard attentif de ses camarades. Les résultats ne tardèrent pas. En août et septembre 1943, les données commencèrent à affluer. Les mitrailleurs ayant adopté le tir précoce et agressif observèrent un changement net dans le comportement des chasseurs allemands. Les Messerschmitt et les Focke-Wulf 190 attaquaient toujours, mais avec plus de prudence. Ils rompaient plus tôt. Leurs attaques devenaient moins précises. Les analystes établirent une corrélation. Plus le feu défensif était agressif, plus les pertes diminuaient. Ce n'était pas de la magie. C'était de la psychologie appliquée. Les pilotes de chasse, comme tous les humains, évaluent constamment le risque. Quand ce risque augmente, quand le feu défensif commence plus tôt et dure plus longtemps, certains hésitent. Ils raccourcissent leurs attaques. Ils font des erreurs. Mais Harut n'avait pas fini. Le 6 septembre 1943, le Tondleyo participa à un raid sur Stuttgart. Dès le début, la mission tourna mal. La flak endommagea plusieurs bombardiers. Les chasseurs allemands frappèrent durement au retour. Harut, à son poste arrière, ouvrit le feu à 900 yards. Dans l'affrontement qui suivit, il abattit encore 2 Messerschmitt Bf-109. Mais le Tondleyo fut gravement touché. 2 moteurs étaient hors service. L'appareil perdait de l'altitude. Il ne rentrerait pas en Angleterre. Le lieutenant Brink prit la décision. Amérissage d'urgence. Préparez-vous. Ils étaient au-dessus de la Manche, de justesse. L'équipage jeta tout ce qui pouvait alléger l'avion, armes, munitions, équipements. Harut quitta à contre-cœur son poste arrière. Le B-17 percuta l'eau glacée à 120 miles à l'heure. L'impact fut violent, presque comme du béton. L'avion se brisa, mais l'équipage survécut. Des vedettes britanniques les récupérèrent en moins de 2 heures. Tous rentrèrent à la base. Une semaine plus tard, Harut volait de nouveau. Sa réputation dépassait désormais son unité. D'autres groupes demandaient des informations sur sa technique. La résistance du commandement de formation commençait à céder face aux preuves. En octobre 1943,
la doctrine évolua discrètement. Les nouvelles directives autorisaient l'ouverture du feu à plus longue distance, selon la situation tactique. Une manière bureaucratique d'admettre que le jeune homme du Massachusetts avait vu juste. Harwood effectua sa 14e et dernière mission début 1944. Bilan officiel, 17 avions ennemis détruits, le score le plus élevé pour un mitrailleur de bombardier américain durant la guerre. Certains historiens estiment que le chiffre réel est supérieur. Le chaos du combat aérien rendait les confirmations difficiles. Quand plusieurs tireurs visaient le même appareil, à qui attribuer la victoire? Les archives ne retenaient que les destructions incontestables. D'autres mitrailleurs adoptèrent cette approche agressive et commencèrent eux aussi à abattre des avions. Les Allemands le remarquèrent. Les rapports de la Luftwaffe à la fin de 1943 évoquent une intensification du feu défensif américain. Un pilote allemand, l'Oberleutnant Hans Berger de la Jagdgeschwader 26, écrivit dans son journal: « Les mitrailleurs américains sont devenus plus dangereux. Ils ouvrent désormais le feu plus tôt, avant que nous soyons en position correcte. Il faut des nerfs d'acier pour mener une attaque à bien à travers ce mur de traceurs. Beaucoup de nos jeunes pilotes rompent l'attaque trop tôt. » L'impact stratégique était mesurable. Lors des missions brutales de juillet et août 1943, avant la diffusion des nouvelles tactiques, la 8e Air Force subissait en moyenne environ 7% de pertes par mission face aux chasseurs ennemis. En mars et avril 1944, avec davantage de mitrailleurs adoptant un tir précoce et agressif, les pertes dues aux chasseurs étaient tombées autour de 3%. La différence ne tenait pas seulement à la technique d'un seul homme. Les chasseurs d'escorte à long rayon d'action comme le P-51 Mustang ont joué un rôle majeur, mais les tactiques de tir ont contribué de manière significative. En calculant de manière prudente, si l'amélioration des tactiques de tir a réduit le taux de perte ne serait ce que de 1% sur 6 mois d'opération. Cela représente environ 75 bombardiers, soit 750 hommes, 750 pères, frères, fils qui sont rentrés chez eux au lieu de mourir au-dessus de l'Allemagne. Les vétérans du 379 TH Bomb Group savaient exactement à qui revenait le mérite. Après la guerre, l'un des membres d'équipage d'Harwood, le mitrailleur latéral Frank Morrison, lui écrivit une lettre. Le passage essentiel disait: « Mike, on se moquait de toi en disant que tu gaspillais des munitions. Mais tu avais raison et nous avions tort. Je pense aux équipages qui sont tombés au début, avant que les gars apprennent à se battre comme toi. Tu as sauvé beaucoup de vies, mon ami. Grâce à toi, nous sommes rentrés. » L'histoire devient encore plus remarquable. Prenez un instant pour aimer et partager cette vidéo. Ces héros oubliés méritent que leurs histoires soient racontées et votre soutien nous aide à les faire connaître. Parlons maintenant de l'après-guerre. La carrière de combat de Michael Harwood prit fin au début de 1944 lorsqu'il avait accompli suffisamment de missions pour être relevé. Les Army Air Force souhaitaient l'utiliser comme instructeur de tir, mais Harwood n'était pas intéressé par l'enseignement. Il avait fait sa part. En 1944, les chasseurs d'escorte américains avaient largement neutralisé la menace de la Luftwaffe. Les leçons de 1943, payées au prix du sang, avaient été intégrées dans la doctrine et la formation. Les nouveaux mitrailleurs arrivant en Angleterre apprenaient le tir défensif agressif comme une procédure standard, sans savoir qu'il avait été inventé par un décrocheur scolaire qui faisait davantage confiance à ses yeux qu'au manuel. Harwood ne rechercha jamais la célébrité. Il ne donna aucune interview. Il n'assista à aucune réunion d'anciens combattants. Lorsque l'armée voulut mettre en avant son parcours, il refusa. En 1958, il fut choisi comme porteur honoraire lors de la cérémonie consacrant la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, reconnaissance de son statut de mitrailleur aérien le plus efficace des États-Unis. Il y assista par respect, parce que ce n'était pas à propos de lui, mais de tous les autres. Michael Lewis Harwood retourna à Springfield, Massachusetts, en 1944. Il se maria, fonda une famille et reprit le travail. Il parla très peu de la guerre. Ses enfants savaient qu'il avait été mitrailleur, mais il n'entrait pas dans les détails. Ses décorations restaient dans un tiroir. Distinguished Service Cross, Distinguished Flying Cross, Air Medal avec 2 feuilles de chêne, Purple Hat, autant de preuves qu'il avait vécu des choses qu'il préférait oublier. Mais l'héritage de son innovation perdura. Le principe qu'il avait découvert qu'un engagement précoce et agressif perturbe les tactiques ennemies, même sans toucher la cible, devint fondamental dans la doctrine défensive aérienne. Lorsque le B-29 Superfortress entra en service dans le Pacifique,
Ces mitrailleurs furent formés selon des principes largement inspirés de l'expérience d'Harut. Le concept dépassa le cadre du tir aérien. À l'ère des avions à réaction, l'idée que les systèmes défensifs doivent engager les menaces à la plus grande distance possible, forçant l'ennemi à réagir au lieu d'exécuter son attaque, devint la norme. Les systèmes modernes de défense aérienne intégrés, du bouclier antimissile Aegis aux batteries patriotes, incarnent ce même principe. Engager tôt, engager avec agressivité, contraindre l'ennemi à s'adapter. L'analyse statistique confirma pleinement l'intuition d'Harut. Les études d'après-guerre du Bureau de contrôle statistique des armées Air Force montrèrent que les formations de bombardiers avec des mitrailleurs agressifs subissaient 20 à 30% de pertes en moins que celles dont les mitrailleurs attendaient la distance optimale. Le rapport concluait: l'effet psychologique du tir défensif précoce influence de manière significative l'efficacité des attaques ennemies, indépendamment de la probabilité de toucher la cible. En langage militaire, cela signifiait simplement qu'Harut avait raison. Avec 17 victoires confirmées, Harut détient toujours le record américain parmi les mitrailleurs de bombardiers. Certains mitrailleurs britanniques du Bombay Command de la RAF firent mieux. Wallace McIntosh, mitrailleur arrière sur Lancaster, obtint 8 victoires confirmées et plusieurs probables. Mais aucun Américain n'atteignit le score d'Harut. En partie à cause du contexte. À la fin de 1944, la supériorité aérienne alliée était telle que les chasseurs allemands attaquaient rarement les formations de bombardiers. La fenêtre permettant aux mitrailleurs de devenir des as s'était refermée. Harut s'était trouvé au bon endroit, au bon moment, avec le bon mélange de compétences, de courage et d'innovation. Michael Harut mourut en février 1990 à l'âge de 70 ans. Sa nécrologie dans le Springfield Republican mentionnait son service et ses décorations, sans expliquer l'ampleur de ses accomplissements. Quelques anciens combattants assistèrent à ses funérailles. Eux savaient. Lors de la cérémonie, le représentant du Massachusetts Richard Neal lut un hommage au Congrès, qualifiant Harut de l'un des héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale. La leçon de cette histoire est simple. Ceux qui sont au plus près d'un problème voient parfois des solutions que les experts ignorent. Parfois, un jeune homme sans diplôme comprend ce que des hommes bardés de titres ne voient pas. Parfois, le courage consiste à faire confiance à ses propres observations plutôt qu'à une doctrine établie. Et parfois, la différence entre la vie et la mort tient à une seule personne prête à enfreindre les règles quand ces règles tuent. 750 hommes sont rentrés chez eux parce qu'un jeune de Massachusetts a trouvé une meilleure façon de combattre. Il n'a jamais demandé de reconnaissance. Il a simplement fait son travail. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus remarquable chez lui.